Je vais vous présenter rapidement. Allez, l'auteur d'abord, Franck Bouys. Alors Franck, vous avez été enseignant en biologie et puis je crois que c'est depuis 2004 que vous écrivez et publiez. Vous êtes romancier, vous êtes auteur aujourd'hui de près d'une quinzaine d'ouvrages et notamment de Né d'aucune femme. Je l'ai là, je le montre. Qui est sorti en 2019 à la Manufacture de Livres. Et c'est le texte dont il sera plus principalement question pendant cette rencontre. Euh, à vos côtés, à vos côtés sur l'écran, Édith Noublanche. Édith, vous êtes correctrice, relectrice, correctrice depuis une dizaine d'années après une formation de germaniste. Vous faites de la traduction aussi. J'ai Oui. vu ça, et un peu de l'anglais et de l'allemand. Et vous travaillez pour différentes maisons, comme évidemment la Manufacture de Livres, mais le Diable Vauvert, Quidam, Le Mot et le Reste. Alors j'ai une première question pour Édith, et puis on va se diriger vers Franck juste après. Mais Édith, formation de Germanie, je crois que vous avez enseigné le français à l'étranger. Oui. Comment est-ce que vous êtes devenue correctrice et comment ça s'est passé votre premier travail de correction? Alors, pour être franche, je ne sais pas trop quand ça a commencé. Je crois que c'est un auteur qui m'a sollicité et donc voilà. Il se trouve qu'à mon retour d'Autriche, puisque c'est en Autriche que j'enseignais le français, à mon retour d'Autriche, j'ai continué à m'intéresser à tout ce qui était littérature contemporaine et j'ai organisé des rencontres littéraires parce qu'il y a une idée qui me tient énormément à cœur, c'est qu'il n'est pas indispensable d'être à Paris pour avoir accès à la littérature. Et donc, j'ai organisé des rencontres d'auteurs, j'ai rencontré donc des auteurs, des éditeurs, etc. Et puis, petit à petit, les auteurs ont commencé à me solliciter, à me dire: «Est-ce que tu pourrais regarder ce texte-là ?» Et puis, bah, quand on me demande de regarder, je regarde et j'ai commencé en fait comme ça à corriger et je ne sais plus quand ça a commencé. En tout cas, voilà, c'est un exercice que j'ai fait, de plus en plus souvent et de la même façon que les auteurs m'avaient sollicité. Après, ce sont les éditeurs qui l'ont fait et donc voilà comment je suis arrivée, à la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et le fait d'enseigner le français vous amenait quand même beaucoup à vous poser de questions sur cette langue. Alors en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais commencé par étudier l'allemand et donc il y avait des tas de questions auxquelles j'étais capable de répondre concernant la langue allemande. Mais quand je me suis retrouvée en Autriche et que les élèves ou les étudiants me disaient ah bah tiens, on a une question et qu'ils me posaient des cols sur ma propre langue parce que je me sentais incapable de leur répondre sans faire une recherche préalable. Là, je me suis dit qu'il serait peut-être bon de me pencher sur la langue française comme je le faisais avec l'allemand. Et donc, j'ai commencé pour moi d'abord, et puis c'était très utile aussi dans le cadre de la traduction. Donc voilà, c'est vraiment ce qui a été le déclencheur de ma grande passion pour la langue française, en fait. Alors, j'ai oublié de dire quelque chose dans l'introduction pour nos amis du public, enfin pour les gens qui assistent à la rencontre. Vous avez dû le voir, c'est écrit en haut de l'écran, mais évidemment, la rencontre est enregistrée et la vidéo sera disponible sur demande par mail après la rencontre. Donc, les deux mails que vous aviez en contact en annonce de la rencontre, soit à la CLF, soit à Fontaine aux Livres. Et si vous voulez récupérer la vidéo pour la revoir, pour nous réécouter, voilà. Et puis, le dernier quart d'heure sera consacré à vos questions à vous. Et on passera par le chat, je pense, et c'est moi qui relayerai vos questions à Franck et Edith. Mais les envoyez pas dès maintenant parce que je risque d'être perturbée et plus écouter Edith et Franck, et ça m'embête beaucoup. Voilà, Franck, vous, j'ai dit que vous écriviez depuis maintenant de longues années.
Votre premier contact avec la correction, avec un correcteur ou une correctrice, c'était comment? C'était surprenant? Vous vous attendiez à un travail aussi minutieux? Est-ce que vous étiez effrayé? Je ne sais pas. Enfin, c'était quoi votre premier rapport à la correction, Franck? Ah, on ne vous entend pas, Franck. On met- Avant Edith, Ouais. c'est bon? Ouais. C'était impersonnel et bien peu professionnel, à mon goût. Parce que enfin, pas dans toutes les maisons, mais j'étais dans des petites maisons d'édition régionales qui n'avaient pas forcément les moyens de se payer un correcteur. Et donc, il y a une espèce de frustration. Alors, il y a peut-être des auteurs qui peuvent trouver ça très rassurant et qui n'ont pas envie qu'on touche à leur texte, mais ce n'est pas mon cas. Et je trouve que c'est quand même un travail fondamental, indispensable et très salvateur. Vous avez une collaboration de longue date. Je sais qu'Edith dit que vous formez un vieux couple, les deux, qui s'est développé au fil du temps, puisque Né d'aucune femme, c'était votre quatrième collaboration après Grossir le ciel, qui était paru en 2014, Plateau, puis Glaise. Donc on aimerait bien, Oui. évidemment, le but de la rencontre aujourd'hui, c'est rentrer dans les coulisses de votre travail ensemble. Alors Edith, déjà d'un point de vue tout à fait pratique d'organisation, est-ce qu'il y a une commande particulière de l'éditeur avant de commencer la correction? Est-ce que Pierre Fourniot, qui est l'éditeur de la manufacture de livres, est-ce qu'il vous donne des indications spécifiques ou est-ce qu'il y a des échanges préalables autour du texte et avec l'éditeur et avec Franck, ou est-ce que, au contraire, Non, en fait, c'est effectivement, il faut le souligner, Pierre Fourniot qui est à l'origine de notre rencontre à Franck et moi. Et je lui en serai toujours reconnaissante parce que c'est vrai que avec Pierre, on a pour habitude de ne pas communiquer avant sur le texte, mais en règle générale, les éditeurs ne communiquent pas, ils envoient un manuscrit, on reçoit le manuscrit, on ouvre et là, on découvre ce qui est derrière, on découvre le texte et l'auteur. Et donc, voilà. Donc, moi, ma première rencontre avec Franck, c'est Pierre qui m'a envoyé Grossir le ciel par mail. Et je l'ai ouvert, et enfin, j'ai ouvert la pièce jointe, et puis j'ai été immédiatement surprise. C'est-à-dire que je me revois encore, je vois encore où j'étais quand j'ai commencé à lire le texte, et je crois même avoir envoyé un mail à Pierre en lui disant « ça sent bon ». Il n'y avait rien d'autre dans le mail que ça sent bon. Mais, parce que j'ai été tout de suite fascinée par l'écriture. Et après, on découvre au fil des pages, puisque… alors, je précise que je parle pour moi, parce que il y a autant de façons de corriger, j'imagine, que de correcteurs, de façons de procéder que de maisons. Moi, une chose est sûre, c'est que quand je corrige un texte, je ne le lis pas avant, sauf exception. Sauf si Pierre, par exemple, m'envoie un mail et me dit lis et dis-moi avant de me demander d'entamer la correction. Mais sinon, j'avance petit à petit dans le texte pour bien mesurer chaque nouvelle information. Et donc, voilà, c'est comme ça que la découverte s'est faite. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu un deuxième, il y a eu Glaise, il y a eu Plateau. On a même retravaillé ensemble Vagabond. Et puis, Né d'aucune femme, voilà. Alors c'est vrai que petit à petit, au fil des corrections, on se connaissait mieux, parce que c'est évident que quand on découvre un texte, quand on découvre un auteur, c'est une rencontre, quoi. Et donc, je ne veux pas dire qu'on tâtonne, mais on rentre dans l'intimité, j'allais presque dire l'un de l'autre, parce qu'on apprend plein de choses sur celui qui est face à nous, avec lequel on travaille.
mais on ne se connaît pas encore. Sauf que nous, comme on a eu la chance, et ça, j'estime que c'est vraiment une chance infinie de pouvoir continuer à travailler ensemble sur plusieurs textes. C'est vrai que on n'est pas au 4e ou 5e roman comme on était au premier, quoi, parce que moi, dans ma correction, je savais que, par exemple, ce que j'ignorais dans Grossir le ciel et que j'ai découvert en travaillant avec Franck, c'est que je devais travailler aussi sur les sonorités, tenir compte de tout ce qui se passait, puisque je savais au bout d'un moment comment Franck écrit, comment il procède. Donc voilà, c'est une découverte, et puis petit à petit s'installe, je vais dire, pas une habitude, parce que l'habitude, ça voudrait dire qu'il y a routine, et c'est jamais routinier, mais en tout cas, voilà, une intimité, une proximité qui fait que, voilà, on sait comment on peut dire les choses, et dans quel sens on doit travailler, quoi. Vous avez prononcé les mots d'intimité, de proximité. Ça veut dire que l'éditeur vous laisse communiquer en direct avec Franck? Ça dépend, ça dépend des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui sont plus grandes et qui vont avoir un éditeur ou un assistant d'édition qui va travailler avec le correcteur, enfin, qui va récupérer le texte du correcteur et faire l'intermédiaire avec l'auteur. Moi, j'avoue que à la manufacture de livres, Pierre Fourniot me fait vraiment confiance et me laisse travailler en direct avec l'auteur, ce qui fait qu'on apprend plus vite encore à se connaître. Et puis, ça me permet aussi d'éventuellement argumenter quand il faut persuader, même si c'est vrai qu'avec Franck, on n'a jamais eu, je pense, à argumenter parce qu'on s'est très bien compris tout de suite et que, voilà, Franck est quelqu'un avec qui c'est extrêmement facile de travailler, je trouve, quoi. D'abord parce que, il l'a dit tout de suite, il est content d'avoir un correcteur. Or, tous les auteurs ne sont pas contents d'avoir des correcteurs. Il y a des auteurs qui prennent ça pour une punition, c'est-à-dire qu'ils n'admettent pas qu'on leur fasse des remarques, ils vont prendre ça pour une brimade un peu. Ils vont avoir l'impression qu'on corrige leurs fautes sans voir qu'on fait bien plus que corriger des fautes. Et alors que Franck a toujours été ouvert, en fait, à tout ce que je pouvais formuler comme remarque, poser comme question, etc. Et c'était toujours bienvenu. Je ne me suis jamais sentie débarquer comme un chien dans un jeu de quilles. Au contraire, c'était toujours bienvenu. Et ça, c'est extrêmement rassurant aussi. C'est-à-dire qu'il faut, pour moi, c'est essentiel, la confiance de l'éditeur et la confiance de l'auteur. C'est quelque chose qui aide, en tout cas qui, moi, m'aide à bien travailler. Si je sens en face de moi des gens qui vont se méfier à chaque intervention que je vais faire en disant bon, allez, moi, je vais aller vérifier si ce qu'elle me dit est vraiment vrai, etc. Bon, déjà, c'est un peu pesant. En plus, on fait beaucoup de remarques parce qu'on ne se contente pas de corriger l'orthographe et la grammaire, mais on considère absolument tous les aspects de l'écrit. Et puis quand l'éditeur aussi nous fait confiance, c'est agréable parce que voilà, ça donne de la force, quoi. Et moi, j'ai eu la chance dans la configuration d'aujourd'hui, à savoir Franck et la manufacture de livres, d'avoir face à moi deux personnes qui m'ont fait confiance. Voilà. Franck, cette communication directe avec Édith, vous aussi, vous avez senti que ça simplifiait vos rapports, c'était plus facile. Est-ce que c'est déjà, bon, vous l'avez dit, vous aviez envie que quelqu'un s'attaque à votre texte et travaille avec vous sur ce travail de correction. Edith m'a raconté quand je l'ai appelée pour préparer un peu cette rencontre que elle est sur un texte en général, elle fait entre 700 et 2000 remarques. Quelle sensation on a quand on est auteur, lors en tout cas de votre première collaboration, de recevoir son propre manuscrit, corrigé, annoté, questionné en détail? C'est quoi la réaction sur la première collaboration avec Edith et puis cette communication directe, qu'est-ce qu'elle vous apporte en tant qu'auteur? D'abord, on a communiqué un peu avec Edith au départ.
On s'est envoyé des messages assez tôt dans la correction. Et en fait, je crois que je ne retrouverai plus ça. C'est un de mes regrets, à moins qu'on retravaille un jour ensemble, parce que ça a vraiment été une rencontre humaine aussi. C'est-à-dire que, effectivement, quand on rend un texte, on n'a pas le recul. On n'a pas le recul suffisant. Même si j'en avais fait 9 versions quand même de ce bouquin, avant qu'il arrive dans les mains d'Édith, à un moment donné, on voit plus les choses, même si on les a malaxées, etc. Et donc, ce regard qu'elle a porté, ce regard bienveillant qu'elle a porté sur mon texte, n'était pas uniquement ce que j'avais eu avant, c'est-à-dire voilà, quelque chose, une correction orthographique, syntaxique, etc. Elle m'a compris tout de suite. Au-delà du texte, elle m'a compris. Elle a compris où je voulais aller, quelles étaient mes intentions, très rapidement. Elle est entrée dans, elle parlait de sonorité, elle est entrée dans ma musique. Elle a pris la note. Et ça m'est plus arrivé depuis. Ça ne m'est pas arrivé avant, ça reste assez formel. Et c'est en ça que je dis que c'est une aventure humaine, c'est-à-dire que littérairement, on était exactement au diapason. Parce qu'on parle aussi beaucoup de littérature avec Edith. Quand on ne parle pas juste de nos bouquins ou de ce qu'on a corrigé. On échange aussi. On échangeait beaucoup plus avant. Et donc, petit à petit, comme ça, je pense que c'est aussi une manière d'apprivoiser mes mots, aussi de me connaître un peu mieux, etc. Et d'entrer dans mon atmosphère. Et puis, je pense qu'elle s'y est sentie assez bien tout de suite. Et donc, à partir de là, en fait, on parlait la même langue, si je peux dire. Et donc, ça a été très fluide. Et ça a été. Alors, tu dis, Edith, que ça a changé un peu au fil des textes. Mais pas tellement, je trouve pas tellement. C'est-à-dire que j'ai un grand souvenir de nos premiers échanges avec Grossier le ciel. Ouais. Et Pour d'aucune femme, c'était la même fluidité. Parce Ouais. que chaque livre, dans chaque livre, il y avait des choix différents, des choix narratifs différents. Et tu te glissais dans mes intentions avec facilité et beaucoup de classe. Et donc, j'avais pas à discuter de ça. On ne discutait pas de mes choix. N'est Non. aucune femme, si on y revient, Bon, cette idée. n'est d'aucune femme, on s'y attaquera en détail après. Là, on reste Voilà, sur le il y a des général. choix narratifs qui ne sont pas évidents forcément. Ou un autre correcteur m'aurait dit, quand même, là, il faudrait peut-être mettre des négations. On n'a pas eu ça, c'est-à-dire qu'elle me comprenait. Donc, c'était très simple. Et c'est beaucoup plus agréable de discuter d'un texte que de recevoir effectivement. Alors, moi, après, toutes les remarques qu'elle me faisait, je posais peu de questions parce qu'à chaque fois c'était fondé. Enfin, la plupart du temps, alors des fois on discutait parce que je défendais mon bout de gras quand j'avais vraiment, je tenais par exemple à un terme et c'était rare en fait. Tout ce qu'elle me disait, tout ce qu'elle me notait, c'était juste. Et donc on n'avait pas, ça se faisait très simplement. Et je pense que les corrections, elles duraient. Enfin, mon retour se faisait assez rapidement finalement, parce que Ouais. je lui faisais confiance, et elle avait le mot juste ou la bonne formulation quand je m'étais un peu égaré. Voilà. Donc ce que je retiendrai, moi, c'est la simplicité, la fluidité, et puis cette symbiose. Vraiment, on était. J'avais l'impression que j'avais pas besoin d'argumenter, quoi, en fait. La symbiose, elle est venue dégrossir le ciel. Ah oui, 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 oui. Et même parce qu'elle Ouais. dit, oui, tout de suite, hein, vraiment tout de suite. Elle dit, on a corrigé, tu as corrigé 4 textes plus Vagabond, mais aussi quand même, je t'ai envoyé assez régulièrement des petites nouvelles que très gentiment tu reprenais, il ne faut pas l'oublier. Je tiens beaucoup aussi à ces textes courts et puis voilà. 4 livres ensemble, 4 livres qui ont accompagné, on peut le dire, la reconnaissance et le succès de Franck. On va pas, Franck, ne rougissez pas, mais c'est une réalité. Je crois pas. Comment, vous l'avez un peu évoqué
tous les deux, mais comment a évolué votre relation de travail au fil du temps? Est-ce que Franck, finalement, le travail d'Édith sur votre texte a eu de l'influence ou des conséquences sur votre écriture? Est-ce que parfois, en écrivant, vous vous dites ah tiens, comment elle va réagir là, Edith, ou tiens, là je suis sûre elle va me faire une remarque sur une phrase, une tournure, un passage en particulier. Est-ce que finalement ce duo un peu infernal et totalement en osmose que vous formez fait que vous pensez à elle parfois sur certaines phrases ouais. Non, pas en écrivant. Non, je ne pensais pas en écrivant. Mais quand je lui rendais le texte à la relecture, je me disais, parfois j'étais pas sûr. Je me disais, bon là, elle va me faire une proposition. Je disais rien, mais bon, ça arrivait à tous les coups. Parce que j'étais pas sûr. Mais en écrivant, non, on pense pas au correcteur. Heureusement. Ouais. Non, parce que si on se mettait à penser au correcteur et au lecteur, ben alors là, ça serait terrible. Donc ça influence pas, ou est-ce que malgré tout vous trouvez qu'elle a, je Non. sais pas, qu'elle a corrigé des tics, des Non, alors ça n'influence pas quand on est en train d'écrire. En revanche, le texte, une fois qu'il est terminé, une fois qu'il est corrigé par Edith, je ne sais pas qui disait, il est fertilisé. Ah oui, il est fertilisé, oui, oui, oui. Il y a une sacrée plus-value, oui. Évidemment, évidemment. Et ce truc-là de vous mettre le doigt sur des évidences que vous n'avez pas vues. C'est souvent des évidences, en fait, après coup, de dire, bah oui, ça paraît évident, et puis on ne les voit pas, quoi. Mais encore une fois, c'est vraiment plus que de la correction. C'était, je ne sais pas si vous voyez, en fait, dans une phrase, de bouger des mots parfois, de façon à ce que, parce que j'avais pas la musique, j'avais pas le bon rythme, et Edith, c'est la seule à avoir été capable parfois de me mettre la note au bon endroit pour que la symphonie continue. Voilà. Et ça, c'est très très rare. Enfin, d'ailleurs, c'est plus que rare. Oui, Edith a parlé de musicalité dans votre écriture tout à l'heure, finalement, avec cette connaissance rentrée dans l'intimité de l'auteur. Edith, vous m'aviez parlé, vous m'avez dit ça quand on s'est appelé. Finalement, il y a quelque chose de l'ordre de la correction d'une partition, j'ai l'impression à vous entendre tous les deux. Ah bah avec l'écriture de Franck, c'est certain. Il y a des écritures où c'est moins important. En fait, je pense que chaque correcteur est différent selon le texte qu'il a entre les mains et selon l'auteur avec lequel il travaille. Franck, pour moi, son écriture, le type de vocabulaire, les procédés qu'il employait, les rythmes de phrases qui m'ont été très vite, il m'a été confirmé qu'effectivement la musique de la phrase pour lui était importante. À partir de ce moment-là, j'ai systématiquement corrigé la musicalité en même temps, alors que pour d'autres, ce sera moins important. C'est pour ça que je dis on rentre dans l'intimité de l'auteur, parce qu'on arrive, en fonction du texte, à savoir ce qui a vraiment compté pour l'auteur quand il a écrit. Alors pour Franck en particulier, en plus, je récupérais un texte, il a parlé de 9 versions, autant dire que déjà le texte est drôlement travaillé quand il vous arrive entre les mains. Je savais que ce qui m'était donné par Pierre était déjà abouti. Et alors là, moi, j'aimerais préciser une chose, c'est que Franck a considérablement changé ma façon de corriger. C'est-à-dire que j'ai grandi avec lui, j'ai appris avec lui. Parce que quand on reçoit un texte très exigeant et qu'on se rend vite compte que le texte est exigeant et que l'auteur a vraiment travaillé son texte, a mis tout son cœur, ben, on est obligé, nous aussi, d'y mettre d'une autre, de travailler aussi bien, de réfléchir à chaque intervention. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il m'a aidé à progresser, parce que j'ai forcément appris avec lui, et je fais des choses maintenant avec les auteurs dans les corrections que peut-être avant Franck je n'aurais pas faites. Donc
Donc voilà. Et puis, vous parliez à l'instant, Sophie, du cheminement de Franck. Moi, j'ai eu ce sentiment qu'on était bien dès le départ ensemble et qu'on grandissait ensemble. Voilà. Donc, c'était une immense satisfaction de voir, et ça continue d'être une satisfaction, même si on ne travaille plus ensemble, de voir ce qui arrive à Franck, quoi. Parce que, voilà, je me dis, on a fait un bout de chemin ensemble, voilà, et un bout de chemin qui, je pense, et bon, je viens de l'entendre, a compté. Donc, voilà, ça, c'est un rêve un peu pour un correcteur, parce que, bon, on reçoit des manuscrits. J'ai la chance de travailler avec de bons éditeurs. Je dis ça sans flagornerie aucune, mais je travaille avec des éditeurs qui m'envoient de beaux textes. Et donc, c'est toujours un plaisir d'intervenir sur les textes. Et reste bien sûr la grande inconnue dont les éditeurs n'ont pas la clé, parce que s'ils l'avaient, ça se saurait. Quel est le texte qui va marcher dans tout ça? Quel auteur va être reconnu? Quel auteur va être accueilli par le public à bras ouverts, etc. Et bon, je vais dire peut-être quelque chose qui va sembler bizarre, mais dès les premières lignes de Grossir le ciel, je l'ai senti, quoi. Je me suis dit, là, on a une histoire qui commence, quoi. Et c'était très, très touchant. Voilà. Est-ce que... Je peux ajouter quelque chose? Bien sûr, Franck. Je voulais juste te dire qu'au fil des livres, vous parliez de succès grandissant, etc. Ce que je peux affirmer, et je ne crois pas que des me contredisent, mais ça n'a jamais altéré, changé quoi que ce soit dans nos Ah relations non, de travail. On a non. toujours travaillé de la même façon, avec la même humilité, Ouais. et la même exigence toujours. Ça n'a jamais rien changé jusqu'au bout. C'était une appréhension pour vous au changement de maison d'édition. Là, votre dernier livre est paru à la dernière rentrée d'automne chez Albin Michel. Et forcément, nouveau correcteur, nouvelle correctrice. Il y avait une petite appréhension, Franck, de ce changement. Ah oui, évidemment, oui, bien sûr, parce que je savais que je ne retrouverais pas d'Édith. Ben ouais, non mais c'est pas, C'est trop gentil. non, non, mais c'est pas, bah, tu le sais, on s'en est déjà longuement parlé, mais oui, je sais que j'ai perdu ça, voilà. Après, voilà, il y a d'autres façons de travailler, c'est toujours Bien sûr. différent, mais, voilà, Édith, quoi. Sur Né d'aucune femme, je crois qu'il y a d'abord eu, parce que bon, il y a plusieurs étapes. Il y a effectivement l'étape, l'éditeur vous envoie le texte édit en Word. Là, il y a eu une double correction avec Hervé Delouche, mais c'est Ouais. vous qui faisiez la synthèse des deux avant de renvoyer tout ça à Franck. Donc, c'est vous qui faisiez un peu les choix, j'imagine. Et puis après, vous faites aussi la relecture. Donc ça, on pourrait appeler ça la préparation de copie. Et puis, enfin, si on veut rentrer dans les termes et nommer absolument les choses. Et puis après, vous faites la lecture finale sur PDF aussi, Edith. C'est vous qui faites Oui, les deux. Hein. oui, c'est ça, oui, oui. Juste pour signaler, c'est quand même une grande chance, une double correction, parce qu'il y a des tas de maisons. Tout à l'heure, Gaël avait dit qu'il n'y a pas d'auteur sans correcteur. Je suis au regret de dire qu'il y a énormément d'auteurs sans correcteur, et que donc déjà avoir un correcteur, c'est une chance, mais quand une maison de la taille de la manufacture de livres se permet de mettre deux correcteurs sur un texte, c'est un effort colossal de la part de l'éditeur, quoi. Ça, c'est très bien. Alors, pour un correcteur, avoir une double correction, moi, j'aime beaucoup, parce que c'est très reposant, dans le sens où on ne rend pas de texte sans faute. Enfin, moi, j'en suis convaincue, et hélas, je l'ai prouvé à maintes reprises, il reste des coquilles dans les textes, et voilà. Donc, avoir un deuxième regard, ça permet de respirer un petit peu mieux en tant que correcteur. On se dit, bah, si j'ai oublié quelque chose, peut-être que l'autre va le voir, et voilà, quoi. Mais même avec une double correction, il reste des choses, parce que les correcteurs ne voient pas les mêmes choses. Ça, c'est clair.
on ne regarde pas les mêmes choses et on ne voit pas les mêmes choses. Donc ça, c'est plutôt Franck qui peut en faire, en rendre témoignage, puisque c'est lui qui a affaire à nous deux. Moi, je n'ai pas travaillé avec Hervé, mais j'ai vu le résultat du travail. Donc voilà. Franck, est-ce qu'il y a avant qu'on rentre vraiment dans le détail du travail ensemble, de votre collaboration sur Né d'aucune femme, est-ce qu'il y a une chose que vous supportez pas de la part d'un correcteur ou d'une correctrice? Et je ne parle pas d'Édith, hein, je parle en général. Non, 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 non. Vraiment, non, non. Alors, parfois, il arrive que je ne sois pas d'accord, mais, mais c'est assez rare finalement. Et comme Edith le disait aussi, moi j'ai tellement travaillé le texte que je sais à peu près où je veux aller. Et mis à part quelques choix, parfois je note dans les marges, mais je le garde pour moi, je ne le dis pas au correcteur. Je ne le disais pas à Edith. Euh, mais, euh, mais non, 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 non. Il n'y a rien qui m'insupporte. Non, non, non. En fait, c'est un travail de création. Enfin, je sais pas, un tableau, personne se permettrait de retoucher le tableau d'un grand peintre. L'écriture, effectivement, comme c'est la langue française, c'est autre chose, puisque la langue française, bah, il y a des règles, c'est pas la même création. Edith, où est-ce que vous pensez que s'arrête votre rôle? Est-ce qu'il y a une limite à ne pas franchir? Est-ce que, j'imagine que ça nécessite parfois avec certains auteurs de la diplomatie? Vous disiez tout à l'heure que parfois les auteurs voient arriver les correcteurs et les correctrices comme une punition ou un prof qui va taper sur les doigts. Comment vous gérez tout ça? Alors moi, j'ai une règle simple, je ne suis pas l'auteur. Et une fois que j'ai intégré ça, je pense que j'ai intégré, on va dire, l'essentiel du travail. C'est-à-dire que intervenir sur un texte, ce n'est pas rentrer et faire des coupes franches dedans et tout changer au gré de ce que l'on aimerait lire. C'est se mettre dans la peau de l'auteur, partir de l'idée que si l'éditeur vous confie un texte, il a déjà accepté ce texte, c'est donc que le texte l'a séduit, et à partir de là, moi, ce que j'estime être ma juste place, c'est dire, voilà, je note telle chose, je vois telle chose, je propose éventuellement une modification, mais mon attitude est claire, c'est toujours l'auteur qui a gain de cause. Je ne me battrai jamais avec un auteur pour imposer ma vision, pour la simple raison, c'est que c'est son livre. On n'achète pas le livre d'Edith Blanche, on achète en l'occurrence le livre de Franck Bouys ou de quelqu'un d'autre. Moi, on me demande d'en faire le meilleur texte possible. Alors, quand un auteur refuse, qu'est-ce qui se passe? Du moment que je l'ai prévenu, j'ai fait mon travail. Je veux dire, si on reproche quelque chose à un auteur dans un texte et que moi, en amont, je ne l'ai pas prévenu, je ne lui ai rien dit, je n'ai rien signalé, etc. L'auteur peut dire, bon, j'aurais pu quand même être alerté ou prévenu, etc. Là, effectivement, on peut me reprocher quelque chose. Mais à partir du moment où j'ai fait mon travail, que j'ai signalé un point, si l'auteur ne le veut pas, libre à lui. Après, si on lui fait une remarque, ma foi, c'est à lui qu'il doit s'en prendre. Moi, je pars de l'idée aussi que de toute façon, si on avait confié la littérature au correcteur depuis la nuit des temps, elle n'aurait pas beaucoup bougé. Parce que c'est vrai que souvent, et majoritairement, on est debout, les deux pieds sur le frein, en train de nous dire, Franck faisait allusion tout à l'heure à l'histoire de négation. Oui, dans une négation, il faut un nœud. Non, il ne faut pas toujours un nœud, ça dépend qui parle, etc. Donc après, quand un auteur a envie d'écrire d'une façon, que ce soit, et on y viendra sans doute, aux présentations de dialogue, aux négations, etc., ce sont ses choix. Qui suis-je, moi, pour lui demander d'écrire autrement? Donc, à partir de là, une fois... quand Franck disait tout à l'heure exigence et humilité, je trouve que c'est un beau résumé, parce qu'il faut à la fois être exigeant, c'est-à-dire ne rien laisser passer, en se disant, bon, oh, oui, allez, ça passe, hein, on laisse,
Mais en même temps, il faut être humble et se dire que on n'est pas en train de réécrire notre texte, de travailler notre texte, on est en train de d'intervenir sur le texte d'un tiers, d'un auteur. Et donc, comme vous le disiez, Sophie, on ne va pas débarquer comme on le ferait avec un tableau, en peignant par-dessus. Ça me semble totalement exclu. Je sais que c'est un gros travers des correcteurs. Moi, ce sont des choses que je remarque parfois. Je me dis, oh là là, mais en fait, ils vont beaucoup plus loin que moi. Ils font des choses que je ne me permettrai jamais, etc. Mais bon, je reste convaincue que laisser l'auteur être l'auteur, c'est une bonne idée au départ. Et vous avez quand même dit tout à l'heure que ça vous arrive de batailler, Franck et Edith, sur certaines choses. Oui, mais vraiment en bonne intelligence et finalement, je crois qu'à chaque fois, on connaissait que l'autre avait raison. Bon, ben, Ouais. Non, mais ouais, c'est ça. Enfin, ça, c'est simple, quoi. Encore une fois, cette confiance mutuelle, elle est importante. Elle est importante parce qu'on sait très bien que on se respecte, on respecte le travail de l'autre, on s'écoute et donc on s'entend. Et dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de conflit. Hein, c'est pas. Enfin, ça me semble difficile, quoi. On va parler de Né d'aucune femme, hein, on va rentrer un peu dans le détail de Né d'aucune femme. Est-ce qu'on le résume un peu quand même pour le public, Franck, vous voulez Ne comptez pas sur moi pour le Bon. résumer. Pas Edith, sur moi non C'est plus. terrible pour un auteur de demander de résumer son livre. Donc, c'est moi qui m'y colle. Voilà. C'est un roman polyphonique qui retrace l'histoire d'une jeune héroïne qui s'appelle Rose et de sa famille. Rose qui a été vendue, on peut dire ça comme ça, hein, oui, c'est clairement le mot, par son père à une famille bourgeoise pour être servante et bonne dans cette grande maison. Et on se rend assez vite compte que dans cette grande maison, tout n'est pas net. Le maître de forge, le maître du domaine, a une femme enfermée dans sa chambre, soi-disant malade, une mère, ma foi, comment on pourrait dire, la reine-mère, et ces gens-là fomentent plein de choses. Ça démarre par la voix d'un prêtre qui récupère les carnets de Rose et où Rose raconte sa vie dans cette maison. C'est une vie très dure. Il va lui arriver plein de choses. On va passer par un hôpital psychiatrique. Enfin, voilà, c'est un très, très beau roman qui a su trouver son public. J'ai parlé de romans polyphoniques. On a parlé beaucoup de musicalité depuis le début de cette rencontre. Avant la correction, il y a l'écriture. Et j'imagine que là, pour vous, Franck, le gros enjeu de ce livre, c'était de trouver une voix pour chaque personnage en fonction de son âge, de son éducation et de son parcours. Oui, bon, ça se fait très naturellement. Hein. Quand je commence à écrire le livre, je ne sais pas du tout où ça va aller. Hein. J'ai juste cette gamine-là qui est en train d'écrire son journal, je ne sais pas où. Je le découvre petit à petit, mais les voix, en fait, ça se fait très, très simplement. Hein. Sur mes premiers cahiers, il y a Rose écrit exactement comme ça, avec les dialogues dans le corps du texte, sans retour à la ligne, sans tirer, sans guillemets, sans rien du tout. Souvent sans négation. Et passer de la voix d'Edmond à Rose, Gabriel, et pourquoi reprendre la main en faisant parler Onésime, sa femme, à la troisième personne, enfin, en faisant ses chapitres à la troisième personne. Mais quand j'écris, je n'en ai pas conscience. Alors après, je découvre pourquoi j'ai dû faire ça. Pourquoi j'avais besoin de peindre les ombres qui restaient. Mais il fallait que je les peigne moi. Mais ça se fait vraiment au fil de l'écriture. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de conscientisé, il n'y a rien d'intellectualisé, si vous voulez.
vraiment pas. Sinon, sûrement que je n'aurais pas fait ce livre. Je me souviens quand je l'ai remis à Fugno, c'était un jour de foire de Paris. Je lui ai donné le manuscrit, je lui ai dit, bon, bah, tu verras, tu le lis, c'est une histoire du 19e, c'est pas du tout dans l'air du temps, ça va pas plaire, donc je comprendrai que ça te plaise pas. Hein. Et il avait lu dans la nuit, il est revenu le matin, j'ai senti l'émotion, mais il y avait vraiment une émotion il avait du mal à parler. Quoi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc je me suis dit, bah, tiens, peut-être que ce livre-là, je me disais pas, je me disais absolument pas que ça pourrait être le succès que ça a été, mais alors vraiment pas. Hein. J'avais fait le livre que j'avais envie de faire. Je sais que j'étais pas, que je m'étais arrêté à un moment où il fallait que je m'arrête. Je me rappelle toujours de ces mots de Goethe, ne pas aboutir fait ta grandeur. Je savais que j'aboutirais jamais. Je ne peux pas aller. C'est ce que disait Edith. Elle disait une correction, deux corrections, c'est une chance. Et on peut en faire 3, 4, 5. Le livre, c'est infini. Parce que chaque correcteur, chaque auteur va y voir d'autres choses. Et puis, comme tu le disais très justement, on ne voit pas les mêmes choses. Moi, je pourrais le relire 10 fois. Bien sûr. Je ne verrai pas les évidences, évidemment. Et parfois, je prends parfois un livre où je me dis de maison d'édition en vue, et je me dis, c'est pas possible, il n'y a pas eu de correcteur. Ou alors l'auteur a pas voulu voilà, qu'on touche à son texte. Alors, mais je crois que c'est plutôt de cet ordre-là. Ça ne peut qu'être meilleur après. Voilà. Ça ne peut qu'être meilleur. Et une fois quand on a travaillé après tous les réglages, le texte est forcément meilleur. Forcément meilleur. Edith, est-ce que justement l'exercice de la polyphonie et donc finalement, pour Franck c'est naturel, mais vous vous retrouvez un peu responsable de cette uniformisation du langage pour chacun des différents personnages. Est-ce que l'exercice là est plus difficile? Enfin, il y a une vigilance sur cette... Alors justement, je pense qu'il n'y a pas uniformisation, c'est-à-dire qu'il faut vraiment accepter de rentrer dans la peau du personnage en question et du coup de se mettre à penser comme lui, à parler comme lui et à suivre finalement l'auteur dans la démarche qu'il a eue. En fait, voilà, je me laissais guider comme on se laisserait guider dans une danse et hop, je sentais quand le personnage partait dans un sens ou dans l'autre. Et à ce moment-là, c'était peut-être là que j'intervenais, mais très vite, j'ai senti que c'était que oui, c'était polyphonique et que donc il ne fallait surtout pas uniformiser et il fallait garder. Non, je ne parlais pas d'uniformiser entre... Oui, non, j'ai compris, mais... chaque voix se tienne, quoi. Mais pour que chaque voix se tienne, il faut corriger chaque personnage. C'est très compliqué. En fait, quand on est correcteur, on est le nez sur chaque mot. On a, nous, ce qui nous manque, honnêtement, en tout cas à moi, à la première lecture ou première relecture, c'est la vue d'ensemble. C'est-à-dire que comme on s'arrête à chaque mot, c'est difficile de voir de loin, en fait, ce qu'on est en train de faire. Donc, on y arrive, mais on y arrive avec des textes qui sont forts, c'est-à-dire qui nous prennent en dépit de ce nez sur les mots. Et donc là, c'était le cas. Dans les répliques, j'étais emmenée par les personnages. C'est vrai que, bien sûr, la première ligne où je me retrouve avec le dialogue inséré dans le texte, bon, peut-être qu'à la première phrase et à la deuxième, je me suis dit, tiens, il a oublié de mettre les tirets de dialogue, voilà. Et puis, je me dis, non, c'est Franck. Il l'a relu plusieurs fois, il l'a présenté plusieurs fois. Allez, laisse-toi porter. Et à partir du moment où on se laisse porter, après, on suit les personnages. Et moi, j'ai trouvé que ça venait assez facilement. Alors, je ne sais pas si c'était l'habitude, puisque
on évoque notre dernière collaboration, mais je pense que je me serais laissé porter pareil au début, parce que dans Grossir le ciel, il y avait aussi des personnages qui avaient leur expression bien particulière et qui se démarquaient par exemple, de la narration, du style de la narration. Donc, après, c'est vraiment un ressenti, quoi. On va un peu expliquer, parce que là, on a parlé de la négation, on a parlé de ces dialogues qui se fondent dans le texte. Alors, la négation, c'est que dans les carnets de Rose, ou aussi dans les prises de parole d'Edmond, il y a l'absence du premier terme de la négation. Le ne et ne n'est pas là. Franck, est-ce que vous vous êtes dit qu'Édith allait réagir quand, alors après relecture, après travail avec Pierre Fourniot, est-ce que vous vous êtes dit qu'Édith risquait de réagir, ou vous vous êtes dit elle va comprendre tout de suite? Et vous, Édith, est-ce que vous avez quand même eu une espèce de réflexe pavlovien sur les premières fois à rajouter ce nœud et puis très vite vous rendre compte que en fait non? Ou est-ce que vous avez tout corrigé? Franck vous a dit ça va pas la tête, bien sûr que Vas-y, Franck, commence. Non, moi, j'ai eu aucun doute sur le fait qu'elle comprendrait mes intentions. D'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Alors, tu m'as jamais dit ça. La première phrase, tu as fait tiquer. Non. Mais non, non, vraiment, on n'en a pas parlé. Hein. Elle a vraiment compris. Même Pierre Fourniot a compris tout de suite mes intentions. Et il n'y a pas eu Alors, débat. moi, j'ai eu quand même un réflexe pavlovien quand je corrige. Qui est bon C'est que je me signe. suis dit, oh là, là, il y a des lecteurs qui vont dire qu'on a laissé une faute. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les lecteurs réagissent beaucoup à la correction. Hein. Un auteur a un correcteur a autant de correcteurs que de lecteurs du livre. C'est-à-dire que tout le monde se charge de nous corriger, nous, c'est-à-dire dire « Ah bah là, il a été nul, il a oublié ça, là, il n'a pas vu ça, là, il n'a pas fait ça ». Et il y a énormément de lecteurs qui manifestent leur ressenti auprès de l'éditeur. Et donc, je me rappelle qu'un jour, Pierre m'a envoyé le message, Pierre Fourniot, pardon, m'a envoyé le message d'un monsieur qui me demandait pourquoi je n'avais pas corrigé cette absence de première partie négation, voilà. Donc j'ai eu le réflexe, quand j'ai vu ce que Franck écrivait, je me suis dit oh là ça va réagir, mais bon, Franck n'écrit pas pour les lecteurs. Et moi, je ne corrige pas pour les lecteurs non plus. On le sait en tant que correcteur, de toute façon, qu'il y a énormément d'expressions ou énormément de cas où les gens vont penser qu'on a laissé une faute ou qu'on a oublié de corriger une chose. Ou, voilà. Mais Enfin, c'est là il qu'on y a les réalise bien. professionnels de la traque. Il y a les professionnels de la Ah traque. ouais. Alors, en général, j'ai rien contre les profs de français, mais souvent, c'est les profs de français qui viennent me voir, parfois en rencontre. Mais tout de même, là, quand même, là, la négation, ça aurait été mieux. Hein. Ah Ok, oui. ouais. C'est vrai que le bruit et la fureur avec des négations dans les dialogues de Benji, ça serait vachement mieux. Ouais. Et c'est là qu'on se rend compte que alors surtout en littérature, ce serait pas la même chose, j'imagine, en sciences humaines ou en correction Bien technique. sûr. Là, on est dans la création littéraire, et donc ça laisse une certaine liberté par rapport au bon usage de la langue. On s'autorise des choses qu'on s'autoriserait certainement pas ailleurs. Et j'imagine que ça, en tant que correcteur, ça peut parfois être un peu jusqu'où on s'autorise ça. Ah, moi, je vais jusqu'où L'auteur veut aller. l'auteur veut aller. Ouais. En gros, c'est ça. Moi, c'est l'auteur qui décide. Encore une fois, c'est son texte. C'est-à-dire que. Alors, par contre, voilà, si j'interviens, c'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas conséquent. C'est-à-dire un auteur qui va prendre une décision au début. Si, par exemple, un auteur décide de ne pas mettre de nœuds dans ses négations et qu'à un moment donné, je me retrouve avec des nœuds dans les négations. Là, j'interviens, bien évidemment, en disant non, mais là, il y a quelque chose d'incohérent, il faut choisir son camp. De la même façon, pour tout parti pris. Mais dès l'instant où un auteur prend un parti, justement,
et s'y tient, bah, libre à lui, quoi. C'est son texte, c'est lui qui a le choix de. C'est à lui qu'incombe le fait de faire évoluer la langue ou sa langue. Voilà. Et c'est pas mon rôle que de le limiter à ça. Mon rôle, c'est de lui dire, ah, là, tu voulais le faire pendant tout le livre, mais t'as raté le coche. Alors, est-ce que tu es sûr de rester sur ta première décision, ou est-ce que on va tout rectifier comme on aurait dû le faire grammaticalement parlant, quoi. Voilà. Dans Rien, dans rien la ne langue, doit être, rien ne doit être gratuit. Voilà. Il faut si le personnage s'impose de cette façon-là, bah, il faut le suivre. Mais il faut aller au Ouais, bout des choses. exactement. Franck, Pardon. dans la langue de Rose surtout, enfin, il y a une certaine oralisation de la parole. Est-ce que vous avez été tenté d'aller plus loin, quitte à recréer carrément une langue, une syntaxe? Alors, j'ai tendance à penser, en tant que lectrice, que ça aurait été difficile parce que finalement, l'écriture de Rose, elle évolue aussi au fur et à mesure parce que Mm. elle se met à lire les journaux, enfin, elle est assez autodidacte, elle apprend toute seule et dans ses carnets, ça se ressent. Donc, j'imagine que vous ne pouviez pas, de ce point de vue-là, aller encore plus loin dans l'oralisation, puisqu'au contraire, elle s'éduque peu à peu. Oui, et puis c'est pas quelqu'un qui est comme, je pense à ce livre de Beauchemin qui s'appelle Le jour des corneilles, c'est pas quelqu'un qui a été désocialisé et qui est obligé Mm. d'inventer des mots. Elle est quand même allée un tout petit peu à l'école. Puis elle a ses sœurs, elle a sa mère qui lui disait des histoires. Donc il y a toutes ces choses-là qui font que quand même elle a du vocabulaire, elle a un peu de vocabulaire. Elle ne sait pas trop comment faire avec, comment coquiner les mots, mais elle le fait à sa manière. Et je ne me suis pas posé la question d'aller plus loin, non, non. Non, encore une fois, c'est très instinctif, hein, c'est purement instinctif, hein, le fait de raconter et le fait que ça évolue au fur et à mesure, c'est encore aussi purement instinctif. Et Et on en a parlé un tout petit peu de ces histoires de dialogues qui sont fondus dans le texte, sans tiret ni guillemets, comme le voudrait l'usage. Là aussi, ça a été quelque chose de très instinctif ou ça vous a quand même obligé à travailler les incises pour que le lecteur repère quand même facilement qui parle, quoi, que ça reste très lisible, ou est-ce que là aussi, il y a la musicalité ou je sais pas, l'écriture fait que ça sort assez naturellement? Bah, ça, c'est mon problème parfois, c'est que je me laisse embarquer. Donc, faut pas croire comme ça que ça. Donc, quand je relisais les carnets, je me disais ah ouais, d'accord, formidable, mais là, qui c'est qui parle? Qui parle? Je pensais pas au lecteur, je pensais à moi. Je dis, mais il faut que tu t'y retrouves là. Donc, alors, c'était un boulot d'ajustement, mais ça a été pharaonique, hein. Je pouvais passer une matinée sur une page, sur un paragraphe, quoi, pour que ça fonctionne. En fait. Donc, c'est pas l'instinct voulait que j'utilise cette forme-là, narrative, mais après, il y a des ajustements, il y a de l'artisanat pour que ça fonctionne. L'écriture, c'est du travail. C'est beaucoup, Eh ouais. beaucoup, beaucoup de travail. Et quand on croit que Et c'est fini, c'est pas encore fini. vous vous étiez rendu compte que ça vous excluait toute possibilité de dialogue à trois personnages? J'y ai même pas pensé. Je n'y ai même pas pensé. Et Alors là, je crois que il y en a pourtant entre Rose, le maître de forge et sa mère. sa mère, oui, peut-être. Ouais. Alors, Je vous dis pas. Hein. je tiens quand même à remercier les gens de la CLF, Étienne, Solène, Laure, et il me manque un prénom, j'ai honte, où est-ce que je l'ai noté? Je ne sais plus, ça reviendra, parce qu'ils m'ont quand même beaucoup aidé sur ce travail sur le texte, parce que moi j'ai un œil de lectrice, d'animatrice littéraire, j'ai pas un œil de correctrice, donc ah oui, et c'est Isabelle, le dernier prénom. C'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé à repérer des choses qui avaient pu être source de dialogue entre vous deux. Finalement, non, parce que ça aussi, j'imagine, bon, tu as peut-être tiqué vous avez peut-être tiqué un tout petit peu, Edith, au départ, sur ces dialogues dans le texte, ou pareil, c'est du franc.
Ah ben non, c'est du Franck, je sais que ça a été travaillé, je sais que rien n'est là au hasard. Donc, la première chose que je fais, c'est bah, moi aussi me glisser dans le texte et puis suivre. Et très vite, je me rends compte que ça fonctionne, qu'il n'y a pas de problème. Rien ne vient freiner la lecture. C'est donc voilà. C'est vrai que si ce texte m'avait été envoyé, que je ne connaisse pas l'auteur, peut-être que j'aurais tiqué au départ. Parce que sans connaître un auteur, je ne sais pas le temps qu'il a passé sur son texte. Là, quand je reçois Né d'aucune femme, je suis au courant. Je sais déjà que Franck a eu plusieurs versions bien avant de travailler avec Pierre Fourniot, pardon. Et donc, voilà, ce qui m'arrive entre les mains ne doit rien au hasard. Donc, bah, si telle est l'intention de l'auteur, je suis. Voilà, tout simplement. Tout Idem, simplement. quand Rose, dans la parole de Rose, quand les questions sont ponctuées par un point et pas par un point Oui, d'interrogation, il n'y a pas de réflexe de rajouter le point d'interrogation, même la première fois. non, non, parce que Rose, bah, c'est Rose, quoi. Elle s'exprime. Euh, elle a son phrasé à elle, son parler à elle, et encore une fois, ce que Franck fait est conséquent. Voilà. Ce n'est pas à un moment donné dans le livre pour un effet de style qui tomberait complètement à côté de la plaque s'il était unique, quoi. Là, non, il se tient à ce qu'il a choisi comme parler, et non, ça ne m'a pas choqué. Alors, si tout ça ne vous choque pas, sur un texte de Franck, qu'est-ce qu'on corrige? Bah, on corrige quand même plein de choses parce que je sais pas moi ce que je corrigeais, mais je corrigeais des choses. Euh, Oui, je confirme. Tu as ah, corrigé des choses. je sais, honnêtement, je pourrais pas vous donner d'exemples comme ça, mais par exemple les sonorités, ou comme il disait tout à l'heure, l'ordre des mots dans une phrase, ou euh, oui, peut-être ça peut arriver des choix de mots en fonction du niveau de langue du personnage, mais encore une fois, bon, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de grosse reprise, mais on fait tellement attention à tout qu'à l'arrivée, je suis bien embêtée pour vous dire ce que je corrige dans un texte. Parce Est-ce que, que voilà, on est sur tous les fronts. Euh, on est sur le front de l'orthographe, on est sur le front de la typographie, on est sur le front de la grammaire, on s'occupe du fond, on s'occupe du niveau de langue, on s'occupe de l'uniformité à l'intérieur du texte, et de cette harmonisation, on va dire, entre les choix initiaux de l'auteur. Donc voilà quoi, c'est tout un ensemble. Tu te rappelles de quelque chose en particulier, Franck? Je crois pas, non. Ben ouais. est-ce Pourtant, que je vous assure, on a bien corrigé, hein. Ah oui, est-ce que oui, oui. les passages narratifs qui concernent Onésime, donc qui est le seul qui ne parle pas à la première personne du singulier, hein, là c'est de la narration. Alors Onésime, c'est le père de Rose. Ces passages-là, il y a énormément de métaphores qui jouent entre le sens littéral et le sens figuré. Enfin, on n'est pas loin de la licence poétique Mm. à plein d'endroits de ces chapitres-là. Est-ce que ces chapitres-là ont demandé plus de travail, Edith? D'abord, et Franck aussi. Non, moi, honnêtement, je me rappelle pas d'un passage en particulier ou d'un personnage en particulier qui ait posé problème. Euh, non, vraiment, j'ai pas souvenir du tout. T'as le Non, non, souvenir? non, Non. non. Que ce soit les personnages à la première personne, voilà. Non, 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 non.
là justement, ça me permettait ces passages-là de faire surgir des images. J'aime beaucoup ça. Ouais. Ça doit être ma frustration de n'avoir jamais été peintre. Mais ça non plus, c'est pas gratuit. Et puis, parfois, si Edith me disait, est-ce que cette image-là, elle est pas en trop? Voilà, parce que des fois, je me laisse embarquer aussi par, même si elles sont pas gratuites et qu'elles sont, je pense, Ouais. singulières. Des fois, il y en avait, je pouvais en mettre 2 dans la même page ou 3. Dire, peut-être est-ce que là, il n'y en aurait pas une en trop, image? Est-ce qu'elles vont pas ces deux-là vont pas s'annuler, etc. Et puis, je réfléchissais 2 secondes et je lui disais, ben oui, tu as raison. Donc voilà, mais c'était juste. Il y a Juste ça. aussi une chose, parce que tu as parlé de répétition, entre guillemets. On chasse, par exemple, les répétitions. Donc, quand on est correcteur, si l'auteur a choisi, surtout pour une expression un peu spécifique, un peu particulière, et qui va sauter aux yeux du lecteur, si l'auteur revient plusieurs fois à la charge avec la même image, on est bien obligé de lui dire attention, là, ça devient une répétition, donc est-ce qu'on maintient ou pas? Voilà, c'est ce genre de choses, par exemple, sur laquelle on va intervenir. Mais, mais encore une fois, c'est au fil du texte, quoi. Et, franchement, je serais incapable de dire quelle chose en particulier j'ai pu souligner ou. Oui, à part ce que tu viens de dire, voilà, effectivement. Franck a dit que le texte se passait au 19e siècle, même si c'est mentionné, il me semble, nulle part dans le texte, mais on circule encore en voiture à cheval, donc on s'en doute. Franck, vous vous posez des questions en amont sur cette période-là, quant au champ lexical, au registre de la langue, pour éviter des anachronismes. Je sais que moi, en fait, je suis allée vérifier, parce qu'à un moment, vous employez sans foutre, et je suis allée ouvrir pour voir la première occurrence, et tout va bien. Edith et vous avez parfaitement fait votre boulot, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, j'y étais allée aussi, moi, vérifier. Est-ce Ça que fait partie du travail, celui qu'on ne voit pas. C'est énorme la partie correction que l'on ne remarque pas, parce que ce que les gens voient, c'est ce qu'on a laissé. Ce que l'auteur voit, c'est ce que l'on demande de changer. Mais ce que l'on fait, c'est encore plus conséquent dans la mesure où on va tout vérifier. Vous parlez là de s'en foutre. Il est évident qu'on va vérifier l'origine du mot, savoir si à l'époque à laquelle est censé se passer le texte, ce mot peut avoir ou non été utilisé. De manière pour les objets, tout ce qui est cité, etc., à chaque fois, on va vérifier. Mais comme ça a été parfaitement travaillé en amont dans le cas de Franck et que tout est bien à sa place, personne ne voit qu'on fait ce travail-là. Donc voilà, ça me permet de le dire, c'est bien. même si vous savez que Franck a fait le boulot en amont, parce que j'ai l'impression que c'est le cas, vous allez vérifier systématiquement quand Bah même oui, de toute façon. c'est mon travail. C'est mon travail. Je veux dire, un correcteur qui ne va pas vérifier ça, à mon sens, enfin, ça dépend de ce qu'on lui a demandé au départ. Moi, j'essaie de rendre le texte le plus satisfaisant possible. Voilà, donc j'ai pas envie que quelqu'un vienne dire à Pierre Fourniot, bah dis donc, il y a eu ça, il y a eu ça. Ça arrive fréquemment, hein. Une chance, on a souvent du répondant, c'est-à-dire qu'on a vérifié les choses. Enfin, même si on sait que l'auteur l'a fait, il faut toujours aller voir. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir une erreur quand Franck recopie son texte ou voilà, donc on vérifie toujours. Franck, c'est rassurant de se dire que même si soi-même on vérifie, il y a ce filet. Oui, puis d'autant plus sur ce texte-là qui se passe dans mon esprit au 19e, parce que moi je fais aucune recherche quand j'écris un bouquin. En revanche, les recherches, j'ai lu beaucoup de littérature du 19e et donc la langue que j'utilise en est imprégnée aussi. Et puis donc je pense, enfin voilà, tous les termes que j'utilise, c'est que je les ai lus dans cette littérature-là, mais ça peut m'échapper parfois.
J'ai hésité à utiliser clé USB, mais Je ne l'aurais pas laissé passer. mais non, on laisse passer des choses, forcément. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Puis on est entraîné dans la phrase, parfois par un mot. Mais quand je me lance, il s'est passé plein de choses avant. C'est-à-dire que le livre, il n'arrive pas de nulle part. Je ne me dis pas un jour, tiens, je vais raconter l'histoire de Rose. Non, l'histoire de Rose, elle a peut-être 30 ans d'âge déjà, de maturation. 30 ans de maturation. Alors, Quand je dis peut-être, c'est pas peut-être. Oui. Il reste 10 minutes pour les questions des participants. Il y a déjà Bénédicte qui demande une question, qui écrit une question, bien que je me doute un peu de la réponse. Est-ce qu'en plus du texte à corriger, il arrive que l'auteur fournisse des documents de travail, notes spécifiques, fiches de personnages, pour aider le correcteur dans son travail? Donc, question pour Edith. Alors non, et surtout pas. Je le disais tout à l'heure en début d'intervention, moi je procède mot par mot, c'est-à-dire que j'y vais un mot après l'autre dans le texte, je n'ai aucune idée d'où je vais, pas plus que l'auteur quand il écrit, je ne sais moi où je vais quand je commence à lire, et il est bon justement de ne rien avoir comme information ni au sujet du texte, ni au sujet des personnages, en tout cas pour ma part. J'aime bien cet inconnu parce que c'est là que je vois ce qui fonctionne et ce qui peut moins bien fonctionner. C'est là que je vais, moi, de la même façon que le lecteur, avancer dans le texte. Et je vais être choquée là où les lecteurs éventuels pourraient être choqués. Voilà. Tu veux dire que si Donc, un auteur voulait te fournir à tout prix des notes et des fiches sur les personnages, tu ne les ouvrirais? je les prendrais pour que l'auteur soit content, mais je ne les ouvrirai pas. Parce que je n'en fais qu'à ma tête quand je suis toute seule, voilà. Et donc, bon, ouais, non, mais c'est vrai, je réponds franchement, je les prendrai, mais je ne les ouvrirai pas, ça c'est sûr. Parce que ça changerait mon travail. Il y a, enfin, voilà, j'ai mes petites manies à moi, ma façon de rentrer dans le texte, ma façon de me laisser porter par le texte. Et si on bouscule ça, je vais peut-être avoir du mal à faire les choses comme je les fais habituellement. Je vais trop vouloir faire plaisir à l'auteur ou voilà. Et peut-être oublier de noter, de remarquer des choses qui fonctionnent moins bien ou qui pourraient fonctionner encore mieux, quoi. Si je peux me permettre, si un auteur est amené à faire ça avec son correcteur, c'est qu'il manque des choses dans le texte. De plus. Une question pour vous, Franck, une question d'Agnès. Est-il possible à un auteur d'imposer un correcteur précis à sa maison d'édition? Non. Non. Et pensez-vous que certaines corrections, remarques soient futiles? Futile, oh, non, c'est pas un mot que j'utiliserais, non. Non, j'aime pas ce mot futile. Non. Enfin, dans la relation entre un auteur et son correcteur, non, il n'y a rien de futile. Il n'y a rien de futile parce que ce qui vous apparaît futile à l'autre, ce qui vous apparaît futile, c'est parce que vous avez peut-être une évidence, mais il faut se mettre dans la place aussi de celui qui lit. Et vous avez été dans le texte pendant un an et demi, et ce qui peut apparaître futile à quelqu'un peut être une évidence à vos yeux, et tout ça, c'est respectable. Moi, si je peux me permettre, effectivement, je pense que ça n'a pas lieu d'être. Ce que je m'interdis, par exemple, dans une correction, c'est j'aimerais trouver ça. Voilà. Tout ce qui est du mode subjectif, en fait. Voilà. Pour moi, c'est ce qui est important, c'est de ne pas faire entrer la subjectivité là-dedans. Et c'est ce qui, à l'arrivée, peut-être diminue justement le risque d'échange au sens de friction et échange un peu houleux. C'est
en fait, c'est se dire que, comment je pourrais dire ça? C'est pas votre envie qui prime? Voilà, ça n'est jamais mon envie qui prime, et tout ce que je demande ou tout ce que je signale, tout ce que je commente a un fond, a une raison d'être. Voilà. Ce n'est jamais par envie, c'est toujours par, dans l'intérêt du respect de la règle, ou j'explique le jeu des sonorités, ou la répétition, j'explique que l'expression est rare et qu'elle a déjà été utilisée une demi-douzaine de fois dans le texte, donc du coup elle n'est plus rare du tout. Et quand on justifie bien son intervention, je pense que du coup l'auteur le comprend. C'est plus facile à faire accepter, je crois. Alors, Là, j'ai cette il y a faiblesse. plein de super questions. Je pense que je pourrais pas les prendre toutes. Il y a Alexia qui demande, et j'aime beaucoup cette question, corriger un texte en VO et corriger une traduction. Corriger un Mmh. texte français ou corriger une traduction qui est en français, mais est-ce que le travail est différent? Ouais. Le travail est différent parce que l'auteur, c'est le traducteur. Et donc, on travaille avec le traducteur et non plus l'auteur. Alors, c'est différent aussi dans la mesure où on a euh, un double questionnement quand on trouve quelque chose qui nous titille. C'est est-ce que ça vient de l'auteur ou est-ce que ça vient de la traduction? Donc, c'est aussi, voilà, en ce sens que c'est différent. Mais c'est passionnant. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des traductions parce que voilà, ça permet aussi de saisir les différentes langues. Mais voilà, c'est très différent. Avoir un accès à l'auteur, un accès possible à l'auteur, ou avoir un intermédiaire, je le disais d'entrée, ça, ça change le type de travail. Donc, avoir un traducteur entre l'auteur et soi, on a un autre auteur, donc, face à soi. Donc là encore, ça change. Et puis, corriger un auteur mort aussi, c'est quelque chose de spécial, parce que j'ai eu aussi à le faire. Et là, c'est encore un autre travail, puisqu'on n'a plus personne comme interlocuteur. Et donc, là, on prend des sacrées responsabilités. Voilà. Autre question, il y a beaucoup de questions pour Edith, évidemment, puisque c'est une invitation de l'Association des correcteurs, donc je pense qu'il y a plein de correcteurs dans le public. Edith, vous avez dit que vous prenez le texte mot à mot à la manière d'un Mm. lecteur, et vous avez dit aussi que vous avez le nez sur chaque mot et que vous manquiez d'une vue d'ensemble. Est-ce que vous vous privez d'une première lecture avide pour des raisons de temps, de rendement ou pour d'autres raisons? De choix. De C'est choix. un choix. C'est ce que j'expliquais. Je n'ai pas envie de connaître le texte avant de travailler dessus. Parce que si je sais que tel personnage va arriver dans 2 chapitres, si si l'auteur a malencontreusement introduit déjà quelque chose qui puisse trahir l'arrivée du personnage en question, vu que j'ai lu le texte, je ne suis plus en mesure vraiment de le sentir de la même façon que quand je ne connais pas un texte, je me dis tiens, là c'est l'arrivée de tel personnage, là l'arrivée de tel autre, là, voilà comment il travaille, etc. Donc après la vue d'ensemble, je l'ai forcément au second passage de relecture. Hein, généralement, bon, en tout cas à la manufacture, on travaille comme ça. Quand je relis le PDF, là, j'ai déjà l'histoire en tête. Donc là, je prends un peu plus. J'ai à la fois le nez sur le texte pour vérifier quelles sont les fautes qui sont restées et les choses qu'on peut encore bouger ou qui doivent l'être. Et puis, en même temps, je commence à avoir quand même une bonne, une bonne, ouais, une bonne vue d'ensemble, quoi. Euh, Mais je n'aurais pas la même lecture que vous, Sophie. J'aurais une lecture différente. Parce que pour ça, il faut que j'oublie de corriger et que je devienne lectrice. Et si on me donne un travail à faire, je ne suis jamais lectrice.
Je suis correctrice. Donc, ça peut paraître étrange, hein, mais c'est sans doute une des difficultés pour nous correcteurs, c'est de lire un texte sans être correcteur. Il y a plein de Et questions justement sur combien de relectures vous faites. Il y en a une première sur Word ou du mot à mot où là vous vérifiez tout. Est-ce que avant d'envoyer à Franck, vous refaites vite fait une relecture je, globale ou ça part je comme ne fais ça? jamais, aux grandes dames de Pierre Fourneau, de relecture vite fait. Ça, c'est un truc. Suis-je bête? Mais non, mais parce que Pierre, parfois, aimerait bien que j'aille plus ou moins vite dans mon travail. Voilà, non, j'ai des impératifs, bien sûr, hein, des délais à respecter. Dieu sait si c'est important quand on est correcteur, le respect des délais, parce que derrière nous, une fois que cette correction, on est d'accord, il y a après la personne qui va importer les corrections. Et là, tout à l'heure, j'ai vu passer le nom de Bruno, qui devrait être peut-être encore dans l'assistance et qui travaille pour la manufacture de livres et qui fait ce travail-là, qui est un travail considérable. Et après, on a des rendez-vous chez l'imprimeur et on doit donc impérativement respecter les délais. Donc, on est un peu sous pression, mais relire très vite, pour moi, c'est comme si je ne relisais pas. Donc, Alors, pas très vite, mais est-ce qu'une fois qu'il y a eu cette première correction mot à mot sur Word, vous avez le temps de relire le tout avant d'envoyer à Franck? Et après, évidemment, il y a la deuxième étape de relecture je sur ne le PDF. fais jamais. Honnêtement, je le fais jamais. Je fais mon travail de relecture au rythme qui me semble convenir, c'est-à-dire qu'en fonction des textes, je vais aller plus ou moins lentement. Donc, là, on va changer un peu de sujet, mais pour les correcteurs qui sont dans l'assistance, bien évidemment, le rythme, il n'est que rarement payé. C'est-à-dire que on est payé au signe. Très souvent, il y a quelques maisons qui paient à l'heure, mais ces maisons sont rares. Moi, je me bats pour être bien payé au signe. Voilà. Et donc, si j'estimais qu'une relecture soit absolument indispensable, ça ne se situerait pas à ce niveau-là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de dire à Pierre Fourniot, écoute, là, ok, on est à la deuxième relecture du texte, mais je crois qu'il faut vraiment un troisième passage parce que c'est pas possible. Il va rester trop de choses, quoi. On a beau savoir qu'il va rester des choses, euh, on n'aime pas en être convaincu, quoi. Donc, si je sens qu'il risque vraiment d'y avoir des choses, à ce moment-là, je vais dire à Pierre, écoute, on peut pas, est-ce qu'on peut jongler, réorganiser pour que j'ai le temps de faire une relecture parce que ça me semble indispensable. Mais dans le cadre d'un texte comme ceux auxquels on faisait allusion tout à l'heure, et d'aucune femme en particulier, à savoir les textes de Franck, j'ai jamais eu ce souci-là. Encore une fois, le texte était tellement travaillé en amont que de toute façon, voilà, les 2 relectures suffisent. Il est déjà 19h04, donc on est censé terminer. Je vais terminer avec une dernière question parce qu'elle a aussi été, j'avais prévu de conclure là-dessus, et puis elle a aussi été posée par plusieurs personnes. Euh, L'éditeur, c'est quoi le travail de l'éditeur dans tout ça? Et où se situe la frontière entre le travail de correctrice et celui d'éditrice? Qui est-ce qui répond? C'est Franck d'abord ou vas-y. Ça me concerne. Non, mais je sais pas Travail moi, d'éditeur. je voulais pas que tu aies l'impression que je En- parlais toute seule. Ben non, ce que je peux juste dire, c'est que les textes que je passais à Pierre Fourniot, il intervenait quasiment, enfin quasiment jamais. Et il te les passait, Edith. On avait des discussions comme ça parfois sur la Fengles, par exemple. Ah oui, Euh, je me rappelle. ouais. Mais non, il y avait pas grand-chose, quoi. Il y avait vraiment pas grand-chose. Oui, parce que Non, il y a j'avais des alors plusieurs versions du texte. ouais Oui, et donc moi pour répondre, je dirais que le travail de l'éditeur dans tout ça, il est décisif. C'est-à-dire que c'est lui qui nous choisit déjà au départ. C'est avec lui que c'est lui qui nous confie le manuscrit, c'est lui qui nous met en lien avec l'auteur,
c'est lui qui nous dicte la façon dont on va pouvoir travailler. C'est lui qui nous donne aussi la possibilité de bien travailler en fonction du tarif auquel il consent nous faire travailler. C'est aussi, alors le travail, bon, c'est pas avec tous les auteurs comme Franck vient de le dire. Je sais que Pierre travaille en amont les textes avec des auteurs en leur faisant reprendre certains passages, etc. Bon, je dirais que c'est aussi particulier. Enfin, il n'y a pas de règle commune à toutes les maisons. Chaque maison travaille en fonction de qui travaille dans la maison. Il se trouve que Pierre Fourniot et moi, on commence à vraiment bien se connaître et qu'il sait ce qui va m'arrêter, il sait ce qu'il peut me demander, je sais ce qui va l'embêter, ce qu'il va aimer, etc. Et donc, voilà. Lui fait un premier travail, je dirais un travail structurel sur les textes. Et moi, je fais un travail de correction, mais quand je vois des choses qui relèvent de l'édition, je me sens obligée de le dire, tout simplement. C'est que pour moi, corriger un texte, ce n'est pas corriger un texte. Quand on me dit qu'il faut faire une correction orthotypographique, je suis désolée, mais moi j'ai du mal à faire ça. Je ne sais pas faire parce que rendre un texte avec orthographe, grammaire et typographie bien en place, mais avec des incohérences, des répétitions, des choses comme ça ne me semble pas être un texte vraiment corrigé, quoi. Donc, c'est vrai que la frontière entre un travail de correction à fond et un travail d'édition, c'est assez proche, mais on est à la Manufacture de Lille dans une petite structure. Pierre n'a personne avec lui pour faire l'intermédiaire entre l'auteur et les correcteurs, quoi. Et moi, je suis ravie qu'il n'y ait personne parce que finalement, comme ça, je m'y retrouve aussi. Voilà. Bon, Edith, j'ai le mauvais rôle, j'ai le rôle de dire que c'est fini et qu'il faut que je te coupe Oui. la parole, enfin que je vous coupe la parole. J'avais presque réussi à ne pas vous tutoyer pendant toute la rencontre, je m'y suis presque tenue, tout va bien. Belle performance. Belle performance, n'est-ce pas, qui nous change de la vraie vie. Laure de la CLF nous dit que toutes vos questions vont être archivées, elles pourront nous inspirer pour les prochaines rencontres. Merci vraiment à tous. Là, toutes vos questions étaient absolument pertinentes. Je suis extrêmement désolée de ne pas pouvoir les poser toutes, mais on va s'en servir comme matière. Un grand merci à Fontaine aux Livres et à l'Association des correcteurs de langue française pour l'organisation de cette rencontre et pour la confiance pour me l'avoir mise dans les mains. J'avoue que c'était la première fois que je faisais cet exercice-là. J'avais déjà interviewé des traducteurs, mais jamais des correcteurs et des correctrices, et encore moins en duo avec l'auteur. Je crois que tout le monde on a plein de messages de merci. Et donc là, c'est moi qui vais dire un grand merci à Franck Bouys. Merci d'avoir été présent. Et puis là, c'est avec à vous. Parle. Merci pour vos livres que j'adore. Ça, c'est dit. Et toujours en rougissant un petit peu. Et puis un grand merci à Edith. Edith, je savais qu'on pourrait tenir 3 heures sans problème. Donc, il faudra peut-être faire un épisode 2 avec Edith, je ne sais pas. Retour, on ne sait jamais. Comment? Je dis il faudra faire un Edith 2. Ouais, en tout cas, moi je remercie tout le monde de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir être avec vous et surtout d'avoir le plaisir de retrouver mon complice Franck. Ça m'a fait très plaisir. Et comment? Merci à tout le monde. C'était un chouette moment. C'est dommage de ne pas pouvoir le faire en vrai, quoi. Bon sang. Ouais. Vivement. Ouais. On va vendre l'idée à plein de festivals. Ouais. Par exemple. Il y a toujours des tables rondes pro. On va faire ça. On va le trio de choc maintenant. Allez, moi, ouais. En tout cas, merci à tous. Merci. Merci, ouais. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous.